Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis Franz Duboissé, je suis consultant RH, ancien DRH dans divers secteurs comme le service, le commerce, le BTP et autres, et aujourd'hui responsable de la hotline sociale au sein de MSP RH pour les entreprises cherchant un soutien et accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion de leurs ressources humaines. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les clauses particulières qui peuvent être adjointes au contrat de travail de vos collaborateurs et futurs collaborateurs, en dehors des clauses classiques et obligatoires inclus dans les contrats de travail. Il existe une panoplie de clauses particulières qui permettent d'adapter le contrat de travail alors, au secteur, au métier ou à l'emploi, évidemment, du futur collaborateur. Nous allons nous focaliser sur 10 clauses spécifiques qui demandent tout de même de la prudence dans leur rédaction et surtout dans leur utilisation. Allons-y, si la machine veut bien. Alors la première clause, c'est la clause de tenue. Dans certains secteurs ou en particulier à certains emplois, ça nécessite le port d'une tenue vestimentaire particulière. Alors cela va de la cote des intervenants dans les canalisations de votre ville aux hôtesses assurant l'accueil des invités dans les salons ou dans les réceptions. Certaines sociétés demandent que ces tenues soient harmonisées, logotisées et évidemment propres et entretenues. Il en va de l'image de marque de l'entreprise, mais aussi de la manière pour le client de repérer les personnes qui sont à leur service au sein de l'établissement. Cette clause détermine que l'emploi impose le port d'une tenue spécifique. Il détermine que celle-ci doit être propre et entretenue. Cela impose donc à l'entreprise de décrire ces deux caractéristiques et d'informer le salarié de la démarche pour que cette tenue soit à la fois propre et à la fois entretenue. Alors je dis ça parce que certaines demandent à ce que l'entretien soit fait par le salarié, évidemment sous conditions de rémunération, ou assure elle-même l'entretien et le nettoyage. Cette clause, évidemment, déterminera les conditions d'attribution des tenues et la périodicité de leur échange. Enfin, elle indiquera les moments précis où cette obligation s'impose et les risques encourus par le salarié en cas de non-respect. Si cette clause impose aux salariés des conditions particulières, il va de soi qu'un dédommagement doit être prévu pour compenser, pour compenser les dépenses engagées, comme je disais tout à l'heure, et le nettoyage à la charge du salarié, par exemple, ou bien le temps de déshabillage et d'habillage. Si la tenue impose une mise en œuvre dans un établissement, dans l'établissement même, et cet habillage prenne du temps. Alors, l'exemple le plus simple, c'est celui des mineurs, où il y a quand même un petit peu de mise en œuvre et un petit peu de temps d'habillage et de déshabillage. Autre clause, donc celle-ci, on n'en parle plus. Autre clause, le bulletin dématérialisé. Alors, le bulletin dématérialisé, la loi a beaucoup évolué en matière de bulletin de salaire dématérialisé. La dernière version établit que l'entreprise peut pratiquer le bulletin dématérialisé, sauf si le salarié en fait une demande contraire. Donc, la distribution du bulletin de salaire dématérialisé est dorénavant automatique si l'entreprise le décide ainsi. C'est d'office. Mais la loi, évidemment, envisage la possibilité pour le salarié de refuser cette méthode et ce type de distribution, évidemment, s'il en fait la demande. Donc, si il y a cette possibilité, alors il est impératif d'informer le salarié qu'il recevra son bulletin de salaire par voie électronique, mais qu'il dispose tout de même d'un droit à recevoir ce bulletin de salaire sous format papier
et d'indiquer évidemment la méthode par laquelle il peut faire cette demande. Cela doit être inscrit évidemment dans les clauses de votre contrat de travail. Cela doit faire évidemment l'objet d'un article. Ah, ben, vous m'en voulez, les gars? Oui. Cela doit faire l'objet donc d'un article dans vos contrats de travail pour éviter tout problème. Je vous engage à anticiper cette situation si vous avez pour projet de passer par BS, par bulletin de salaire dématérialisé, et de l'inscrire d'ores et déjà dans vos futurs contrats en mettant à partir du moment où l'entreprise aura décidé de pratiquer cette méthode de distribution. Anticiper n'a jamais fait de mal dans les contrats de travail, ça évite de faire un changement du contrat de travail, ce qui veut dire un avenant, ça veut dire une signature, une double signature, la vôtre et celle du salarié. Les clauses de forfait, on va passer rapidement là-dessus puisqu'on a prévu quelque chose pour le mois prochain. Alors, la gestion du temps de travail est un point délicat du contrat de travail. Certaines professions ou certains postes nécessitent une adaptation de la norme, que sont les 35 heures, semaine sur 5 jours. Évidemment, et comme toujours dans le droit social, si vous souhaitez déroger à cette norme des 35 heures, 5 jours, cela nécessite de formaliser ce souhait par écrit et évidemment de recevoir l'assentiment du salarié. L'utilisation des formes dérogatoires, que sont les forfaits, soit heures ou jours, sont encadrés par la mise en place d'un accord. Il se fait généralement au niveau de la profession, c'est-à-dire de la convention collective, mais cet accord est généralement écrit en termes très généraux pour permettre à chacun de l'adapter en restant utilisable en l'état. Cette adaptation peut se faire sous forme d'un accord d'entreprise qui donnera des précisions sur l'aspect pratique de la mise en place ou directement dans le contrat de travail. Les C2 supports donc donneront les conditions d'application du forfait, évidemment. Qui est concerné, quelle est la valeur du forfait maxi, et donc le nombre de jours de congé RTT, de congé de remplacement, compensant les dépassements d'heures, puisque le forfait jour conserve des obligations en matière de respect des maxima. L'utilisation et la pause CRTT, la gestion des reliquats et la gestion des absences. L'utilisation et la pause des RTT, c'est pas tout à fait anodin dans un contrat de travail, parce que ça évite, comme pour l'ensemble des clauses du contrat de travail, tellement de discussions à la suite. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit de les accoler au CP? Est-ce que je peux en mettre, les diviser? Est-ce que je peux prendre des heures sur un forfait jour? Est-ce que je peux, etc., etc., etc. Autant préciser tout de suite comment ça marche. La clause du contrat doit être précise parce qu'elle fera office de convention de forfait. Une phrase inclue dans la clause devra le préciser. Hein, cet article vaut convention de forfait pour les deux parties. Elle reprendra les points les plus importants, le nombre de jours, les heures limites maximales et leur utilisation. Et surtout, elle déterminera le calcul de la première année, parce que tout le monde ne rentre pas le 1er janvier. Et donc, il faut prendre en compte tout de suite les jours fériés déjà passés dans l'année, et donc les jours fériés restants. Il faudra déterminer aussi l'auto-relevé d'heures, c'est-à-dire quelle forme elle va prendre et comment il doit être remis et à quelle périodicité elle doit être remise à l'employeur. Ce point n'est pas tout à fait anodin, on verra le mois prochain. La gestion des décomptes le jour de la sortie, parce que là aussi, on ne sort pas tous de l'entreprise le 31 décembre. Hein. Donc, et autant prévoir comment cela va se passer dans le décompte, puisque, évidemment, ce qui est retiré chaque mois ou acquis chaque mois est une moyenne. Donc, il va falloir recalculer tout ça.
Donc, je rappelle, cet article fait office de convention de forfait et doit être accepté comme tel. Donc, on le rédige directement sur l'article. Autre clause, la clause de confidentialité. Alors, la clause de confidentialité permet à l'entreprise de protéger les informations qu'elle détient vis-à-vis de l'extérieur. Cette clause n'est pas à négliger, surtout si vous créez ou utilisez des brevets. La clause déterminera le champ de confidentialité, tout en expliquant pourquoi cette clause est imposée aux salariés. On ne met pas une clause de confidentialité sans en expliquer le pourquoi de cette clause. Parce que ça, on va être clair, c'est un mot très à la mode, c'est liberticide. Et donc, il faut expliquer pourquoi on restreint la liberté du salarié à aller papoter à l'extérieur de ce qui se passe dans l'entreprise. Et des chiffres et des contrats et plein de choses qui sont particulièrement intéressantes pour des personnes à l'extérieur. Elle déterminera aussi évidemment le terme confidentialité, c'est-à-dire l'usage ou la transmission d'informations que vous avez, vous, déclarées confidentielles. Enfin, la clause, elle déterminera la période pendant laquelle vous souhaitez faire jouer celle-ci. Soit vous précisez une durée, soit vous précisez que cela est permanent. Dans ce cas-là, la clause précisera qu'elle se perpétue quel que soit le type de rupture du contrat de travail, démission, licenciement ou autre. Autre clause, si ça veut bien passer. La clause d'introduction de logiciel. Alors, quel que soit le secteur d'intervention de votre entreprise, vous avez obligatoirement du personnel qui travaille sur du matériel informatique et sur celui des clients. Cette clause permet d'interdire l'usage de logiciels ou d'applications non déclarées ou dont la licence n'a pas été correctement payée ou dit autrement craquée. Cette clause devra déterminer le type de logiciel interdit d'introduction et d'utilisation. Cela vous permettra de renvoyer la responsabilité vers l'utilisateur de la solution illégalement utilisée en cas de contrôle. C'est l'un des intérêts. Et éventuellement, cela peut vous protéger quand même contre l'introduction de quelques virus légèrement dangereux pour l'entreprise, le matériel ou vos données. Ce n'est pas à négliger. Franchement, ce n'est pas à négliger. C'est à y réfléchir. Elle précisera que l'interdiction concerne leur introduction, mais aussi l'utilisation du logiciel ou de l'application. Comme pour chaque clause, celle-ci va déterminer évidemment la période d'introduction, mais aussi la zone géographique, utilisation en interne ou chez le client. Enfin, il n'est pas inutile de préciser que cette nouvelle obligation se perpétue au-delà de la fin du contrat, quel que soit le type de rupture, même si la responsabilité lui revient entièrement, évidemment, en cas de contrôle. Mais deux précautions valent mieux qu'une. Autre clause, la clause d'attribution de téléphone portable et autres matériels qui peuvent être du matériel beaucoup plus spécifique, comme pour soit du matériel, des outils et autres matériels sensibles. Donc certains postes sont pourvus de matériel propre au poste, donc on vient de voir le téléphone portable, l'ordinateur ou tout autre instrument indispensable à l'exercice du métier. Autant être précis en la matière et donner tout de suite les règles du jeu de l'attribution et de l'utilisation. Cette clause permet de répertorier évidemment le matériel confié. Elle sera évidemment, et ça, vous ne pouvez pas en faire autrement, sujette à des modifications en cours de contrat et est particulièrement importante.
Alors pour ça, vous pouvez passer par une liste annexée au contrat, qui est plus facile à changer que changer le contrat. Donc, l'important est de répertorier le matériel attribué, parce que c'est gage d'absence de discussion au fil du contrat. Des fois, on a quelques problèmes de mémoire qui peuvent arriver au moment de la restitution du matériel. La clause, évidemment, encadre l'utilisation du matériel. Prenons l'exemple du téléphone. La clause peut prévoir qu'il peut être utilisé qu'à titre professionnel ou et aussi privé, mais dans ce cas-là, attention au problème d'avantage nature qui peut être réclamé par Madame l'URSSAF, qui ne perd pas un instant pour récupérer 2-3 sous. Mais c'est évident que quand vous utilisez du matériel professionnel à titre privé, ça revient à donner une somme d'argent pour acheter ce matériel et les forfaits qui vont avec. Donc, Madame l'URSSAF vient chercher son dû. Donc, elle détermine toutes les notions d'entretien et de conservation du matériel. Cette clause trouve toute son importance lors de la restitution du matériel ou lors d'un contrôle. En effet, il n'est pas inutile et il est même utile de rappeler que le matériel appartient à l'entreprise et de prévoir qu'il peut être contrôlé à tout moment, voire faire l'objet d'une demande de restitution, même en dehors d'une rupture de contrat. Soyez vigilants quant au numéro de série du matériel. Cela vous évitera, en cas de rupture mouvementée, de vous retrouver avec du matériel plus ancien ou en plus mauvais état. Un iPhone ressemble à un iPhone, mais il arrive qu'il ne soit pas exactement dans le même état. Enfin, la clause dès le commencement informe dès le commencement que le matériel devra être restitué lors de la rupture du contrat de travail. Bon, cette précision, ça peut paraître totalement anodin, mais ça permet, toujours pareil, de limiter les discussions futures ou de les faire entrer dans une négociation, ce qui n'a pas le même effet. Autre clause et autre joyeuseté, la clause d'attribution de véhicules. Oui, je sais, ils n'ont pas tous, tout le monde n'attribue pas ce genre de véhicule de fonction ou de service. Comme pour les clauses précédentes, des postes peuvent nécessiter évidemment l'attribution d'un véhicule. Autant prévoir et faire contresigner le mode d'emploi de ce véhicule. Une précaution n'est jamais inutile. Donc cette clause définit si le véhicule est de fonction, c'est-à-dire utilisable sans restriction, ou de service, utilisable uniquement dans le cadre du travail. Cette précision vous permettra d'être parfaitement au clair avec votre salarié quant au débordement possible, mais surtout avec l'URSSAF qui pourrait vous réclamer évidemment des cotisations sociales sur l'avantage nature que représente le véhicule. Ce n'est pas le type de véhicule qui fait la distinction, commercial pour des véhicules de société ou berline pour des véhicules de fonction, absolument pas. C'est son utilisation qui le caractérise. La clause précisant l'utilisation impossible dans la vie privée est un élément fort de preuve et de votre bonne foi. C'est essentiel vis-à-vis de l'URSSAF. Cette clause, évidemment, détermine la manière dont seront pris en charge les frais d'entretien, les frais d'utilisation, l'essence, le péage, les vidanges, les réparations, soit par remboursement sur facture ou carte essence, utilisation de la carte essence et des contrats d'entretien. Bon, en principe, plus c'est précis, moins c'est remis en cause. Principe de base dans le social. La clause, évidemment, détermine aussi le partage de responsabilité, surtout lors de problèmes survenus à l'occasion d'utilisation hors règlement.
Utilisation, par exemple, du véhicule de service un dimanche pour aller sur les bords de l'eau, sur les bords de la rivière. Et à ce moment-là arrive un accident, qui est responsable, qui prend en charge, comment ça se passe, etc., etc. Enfin, dans le cadre d'un transfert d'un utilisateur de véhicule à un autre, elle permet aussi, dès le contrat, d'inscrire l'état global du véhicule. Attention à la précision dangereuse du type de véhicule dans sa rédaction de cette clause. Je pense pas qu'il soit très utile, mais il est surtout extrêmement emprisonnant d'inscrire la marque, le modèle, sachant que votre politique de parc automobile peut évoluer et il ne faut pas que celle-ci soit bloquée par les écrits que vous avez faits à vos salariés. Donc, autant vous pouvez préciser, mais même pas. Enfin, vous n'avez pas intérêt à préciser ni un modèle, vous n'avez pas intérêt à être extrêmement précis à ce niveau-là, parce que sans ça, vous en êtes prisonnier de vos écrits. Et prisonnier de ses écrits dans ce cas-là, c'est pas le mieux. Enfin, puis dernièrement, cette clause, elle peut prévoir une procédure de restitution, la possibilité de contrôle en cours de contrat, et enfin la restitution à la fin du contrat. D'être précis à ce sujet-là n'est pas complètement inutile, parce que une voiture, enfin un véhicule, c'est un moyen pour faire le voyage maison-travail, même en service, et que si vous laissez, eh ben vous avez un souci quand vous restituez votre véhicule de fonction ou de service, c'est qu'il faut revenir à la maison une fois que vous avez restitué. Et donc là commencent de jolies discussions en cas de rupture un petit peu houleuse. Autant le préciser, autre clause, la clause dédit formation, si madame veut bien. La clause dédit formation. Donc, certains postes nécessitent une formation extrêmement coûteuse dès l'embauche. L'exemple le plus significatif qui a fait l'objet d'un contentieux, c'est l'embauche d'un pilote de ligne. Moi, je sais, tout le monde n'embauche pas son pilote de ligne, mais d'un pilote de ligne qu'il faut former à un nouveau type d'avion. Dans ce cas, l'entreprise a besoin de se protéger son investissement, parce qu'il y a un réel investissement, surtout dans ce cas-là, son investissement pour éviter un départ dès la formation assurée. Donc, on met en place une clause de dédit formation. Cette clause, elle déterminera le seuil à partir duquel les sommes sont retenues en cas de départ de l'entreprise. Ce dédit ne peut se concevoir évidemment que si la somme est bien supérieure à l'obligation légale, qui n'existe plus, mais qui reste dans les mémoires, l'obligation légale de formation. Évidemment, ce n'est pas une formation sur Excel où vous pouvez faire un dédit formation, ça c'est évident. Par contre, des formations du type permis de conduire poids lourd et autres, je pense que ça peut s'envisager. Bon, évidemment, cette somme diminue en fonction de l'éloignement de la rupture par rapport à la fin de la formation. Donc, la clause établit un échéancier et il l'établit réellement, concrètement. Un échéancier et les sommes correspondantes pour chaque étape. Par exemple, première année, coût de la formation moins l'obligation légale divisé par 5 et multiplié par 4. Deuxième année, la même chose, coût de la formation moins l'obligation légale divisé par 5 mais multiplié par 3 cette fois-ci, etc., jusqu'à arriver à 0.
Mais cet échéancier, pardon, est absolument obligatoire. Des contentieux ont été perdus parce qu'il n'y avait pas ce fameux échéancier de prévu dans le contrat de travail. Enfin, la clause elle prévoit des conditions de remboursement si le solde de tout compte ne permet pas de récupérer les sommes à déduire. Eh bien oui, puisque dans votre solde, dans vos soldes de tout compte, évidemment, vous avez, si c'est une rupture très rapprochée de l'embauche et de la formation, vous risquez de ne pas avoir grand-chose à récupérer sur le solde de tout compte. Donc, autant prévoir comment va se faire cette restitution des sommes. Enfin, cette clause s'étend pour les formations obligatoires réellement onéreuses, qui représentent un véritable investissement pour l'entreprise. Il a été jugé non valable des dédits ne faisant pas l'objet d'un échéancier, comme je disais tout à l'heure, d'une importance financière insuffisante ou d'une période beaucoup trop longue. Cette clause ne doit pas non plus être un facteur suffisant pour empêcher le salarié de rechercher un autre travail. Comme pour certaines autres clauses, vous avez le même souci, le temps partiel et autres. Il ne faut pas que la personne soit empêchée de travailler, ou la clause de non-concurrence, d'ailleurs, que l'on voit tout de suite. Donc la clause de concurrence est de loin la clause la plus délicate quand même à appliquer. Elle vous permet de protéger votre portefeuille de clients en cas de départ de l'un de vos salariés, soit un commercial, soit un dirigeant, soit tout autre. Cette clause interdit aux signataires de venir démarcher ses anciens clients ou prospects, et il est possible de l'étendre à l'ensemble des clients et prospects de l'entreprise. On sait bien que le fichier client n'est pas tout à fait étanche dans une entreprise. Elle devra donc obligatoirement prévoir la zone géographique d'interdiction. Vous n'avez pas le droit d'aller prospecter dans telle ville, dans tel département ou dans telle région. Et pour certains, de façon sur tout le territoire français, voire international, mais là aussi, il faudra être précis et segmenté. Et la durée de survie de cette clause, qui je rappelle, est au maximum de 2 ans, valable 2 ans. Ces deux caractéristiques doivent être parfaitement définies, mais alors vraiment parfaitement définies, faute de quoi la clause n'existe pas. Si vous ne dites pas, si vous n'écrivez pas et si la personne n'est pas d'accord avec le fait que la clause a une durée de vie de 24 mois, qu'elle vaut pour le territoire national pour tel type de client, mais c'est même pas la peine d'essayer de venir demander une indemnité en cas de non-respect de cette clause. Évidemment, elle détermine les conditions financières de l'application de la clause, c'est-à-dire quelle indemnité va recevoir le salarié en partant pour compenser son interdiction de travailler, normalement. C'est évident que si vous dites à un commercial de la région, je ne sais pas, la région PACA, spécialisée dans les piscines, je ne veux pas que tu vendes de piscines sur la région PACA, ça va avoir une tendance à lui interdire de travailler. Donc, on prévoit tout de suite les conditions financières qui compensent cette interdiction. Par exemple, la différence entre le salaire moyen qu'on a pu constater avec cette personne et l'indemnisation Pôle emploi sur une année. Ça, c'est ce qui se fait assez souvent. Si vous arrivez à connaître l'indemnisation dans les prochains mois. Et l'indemnité que l'entreprise, par contre, lui réclamera si le salarié déroge à ces interdictions. Le calcul doit être extrêmement précis, les sommes en rapport avec la restriction de travailler, et en aucun cas, et bien sûr, sur le préjudice subi en cas de perte de marché.
c'est sûr que vous ne pouvez pas avoir une clause de non-concurrence que vous compensez à coût de 300 € par mois, alors que vous réclamez des milliers d'euros d'indemnité s'il y a une perte de marché. Il faut beaucoup de cohérence dans cette affaire. C'est pour ça que c'est extrêmement délicat à utiliser. La clause doit préciser évidemment la capacité de l'entreprise à renoncer au bénéfice de cette clause. La jurisprudence devient de plus en plus pointilleuse à ce sujet, mais alors vraiment de plus en plus pointilleuse, jusqu'au point d'exiger que le renoncement se fasse dès la rupture du contrat. On en était dernièrement jusqu'à dans les 15 jours qui suivent la fin du contrat. Le dernier arrêt que j'ai pu lire, c'était non, vous n'avez pas décidé au moment de la rupture que vous leviez votre clause de non-concurrence. Donc, elle n'était pas levée et vous devez donc payer l'indemnité que vous aviez prévue. Ce dernier point est pas du tout anodin, puisque si vous oubliez de lever la clause de non-concurrence, vous pourriez être condamné à payer évidemment l'indemnité prévue dans le contrat, et ce, même si le salarié met du temps à faire sa réclamation. Et il aurait tout intérêt d'ailleurs à attendre la fin des 2 années de la clause et puis de venir réclamer son dû au bout des 2 ans. Un oubli est très 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 vite arrivé. Si vous utilisez ce genre de clause, je vous conseille d'y prendre extrêmement garde lors des ruptures de contrat. Ça peut coûter extrêmement cher. Autre clause, pour parler pépette un peu, la clause de prime variable. Pour définir la clause, d'abord, on va finir plutôt. On va parler de la clause concernant les rémunérations variables. Deux solutions, soit vous inscrivez directement ces primes variables dans le contrat, avec les sommes, les conditions d'attribution, etc., etc. Et par contre, si vous souhaitez changer ces variables, il faudra obtenir l'assentiment du salarié, même si c'est une modification légère et de calcul qui n'a pas d'effet probant. Par contre, une possibilité existe par la mise en place d'un PRV, ce qu'on appelle un plan de rémunération variable, que vous déterminez dans le contrat comme étant lié à une note de service annuelle transmise aux salariés en début de période, sans que cela devienne un changement des conditions de travail. Cette clause va déterminer la manière dont est mis en place le PRV, sous forme de note annuelle, par exemple, et en précisant que cette note devient qu'une simple information du salarié. Donc, elle va déterminer elle va déterminer les critères et les sommes, que les critères et les sommes sont modifiables par le biais de la note, dans la limite, évidemment, dans la limite même d'un changement globalement raisonnable. Évidemment, si vous divisez par deux le PRV, ce que peut toucher votre commercial, ça ne rentre pas, ça nécessitera l'acceptation du salarié. Par contre, si c'est une modification raisonnable qui ne met pas en cause fondamentalement les sommes versées, ça peut se faire sans l'assentiment du salarié. Elle précisera aussi évidemment la manière dont le salarié sera informé et qu'il pourra faire aussi, s'il le souhaite, une demande d'information complémentaire à son supérieur hiérarchique s'il le souhaite. Enfin, elle précisera que si l'écart est trop important d'une année sur l'autre, la mise en place des nouveaux critères sera conditionnée évidemment par l'approbation écrite du salarié.
Cette clause doit être strictement rédigée, ainsi que les clauses annuelles, afin qu'elles ne soient pas contestées par le salarié et donc par le juge. Ça reste toujours le problème de toutes ces clauses que l'on rajoute dans les contrats. C'est que vous n'êtes pas le seul décideur. Il y en a un qui décide derrière, c'est monsieur le juge. Voilà pour les 10 clauses que l'on peut retrouver dans les contrats, mais pour lesquelles je vous conseille de faire une utilisation extrêmement précise et extrêmement délicate, parce que les conséquences sont assez fortes. Voilà, messieurs, dames, pour ma part. Le prochain webinaire que l'on fera, ce sera le 12 octobre. Et on se posera des questions sur le forfait jour, comme je l'ai précisé tout à l'heure, pour les cadres. Parce qu'il y a quelques petits points assez sympas. Bon, c'est assez complexe à utiliser, même si c'est particulièrement attendu par les salariés. Merci Voilà, Franz pour toutes monsieur ces Aurélien. explications. Merci, Oui. merci pour toutes ces explications. Avant de passer à la séance de questions-réponses, moi je m'en posais une. Je sais qu'il y a ma solution RH qui met à disposition de ses clients un certain nombre de modèles de contrats. Est-ce que du coup les clauses qu'on a vues aujourd'hui sont présentes dans ces modèles de contrats? Ah bah bien sûr, elles y sont toutes, elles y sont évidemment. Par contre, on est là aussi pour vous aider à les rédiger. Je vous invite quand même à vous appuyer soit sur votre conseil, soit sur le nôtre pour éviter quelques mauvaises surprises dans le futur. Vraiment, je crois que c'est extrêmement nécessaire. Évidemment, ça ne se voit pas tout de suite. Les problèmes sur les clauses, ça se voit au moment des ruptures. Donc, c'est quand le problème est bien entamé que l'on voit les conséquences de ce que l'on a fait. Voilà. Bien. Merci Franz. Il n'y en a pas de questions qui nous sont arrivées. Je propose de mettre fin au webinaire, de remercier les participants du jour et puis de leur donner rendez-vous du coup pour le 12 octobre. Merci et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.